Dakar, les convocations tous azimuts d'opposants par la police, le Sénégal reste-t-il encore... Minute de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Pour ce faire, je m'en vais vous présenter très rapidement nos deux invités qui ont fini donc de franchir le seuil de ce studio. Il s'agit de Dr Souleymane Keita. Il est économiste, enseignant-chercheur à la FASEG. Bonjour, professeur. Bonjour, Alémon. Alors, en face, Cheikh Omar Sy, il est proche d'Amadouba, homme politique. Bonjour. Bonjour Alimou, j'entends souvent dire proche d'Amadouba. C'est pas une carte d'identité. La carte d'identité, c'est que je suis ancien parlementaire. Ancien parlementaire, c'est ça. L'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Bon, je fais des actions politiques et j'ai eu à soutenir aussi Amadouba dans l'élection présidentielle et législative. Très bonne présentation, merci. Alors, première actualité de la semaine, la révocation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar. Révoquée, vous le savez, après la condamnation de Barthélémy dans l'affaire Ndiaga Diouf, on se souvient, c'était en 2011. C'est un jeune pacifien qui a saisi, dit-on, le préfet de Dakar, qui a finalement signifié à l'intéressé la notification. Le préfet a-t-il bien interpellé la loi, cher Omar Sy? Merci beaucoup Ali Moussi. Est-ce qu'il a bien interprété la loi? Nous savons déjà que de toute façon, avant la loi, c'est une question politique et c'est une question de règlement de compte entre deux adversaires politiques, en l'occurrence Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Le problème qui s'est posé aujourd'hui, c'est Barthélémy Diaz a été condamné en 2017. En 2017, la condamnation a traîné, il a fait un recours et la condamnation définitive, elle a intervenu en 2022. Mais c'est une peine. La peine n'a pas été prononcée quand il a fait le recours, elle a été prononcée en 2017. Donc ça veut dire que Barthélémy Diaz, déjà, il a dû, si c'est les 2 ans, c'est 2 ans avec sursis, il avait déjà fait les 6 mois, il restait maintenant le reste, les autres années à couvrir. Mais ça veut dire, même si on prend les 5 ans, Barthélémy Diaz était au-delà, avait complètement déjà expiré sa peine. C'est-à-dire que le recours, on va pas me dire que le recours, la peine commence au moment même où on prononce la peine définitive, parce que la peine avait été déjà décidée en 2027. Il avait fait recours sur ça. Donc pour moi, et le fait qu'aujourd'hui, on a changé le code électoral pour dire que le maire d'une ville est élu directement par voie directe par les populations, au suffrage universel direct. Oui. Et qu'un citoyen s'élève, décide par simple courrier d'interpeller le préfet, et que le préfet, c'est ni le conseil municipal, ni le conseil constitutionnel. Et même pourquoi pas le président ne prend pas son courage à lui-même et enlève Barthélémy Diaz par décret. Et donc ça pose un problème d'éthique, de morale, et morale parce que Barthélémy quand même a été ce qu'on appelait avant le Domoubaï de Ousmane Sonko. Mais les enjeux derrière ça, c'est quoi? Ce sont les Jeux Olympiques de 2026. Ah oui? Non, ce n'est pas une question juridique, c'est une question économique. Aujourd'hui, les JOJ sont organisés par la ville de Dakar. Je rappelle aux Sénégalais que Wardini, qui était allé négocier et gagner les Jeux Olympiques de 2026. C'est pas Dakar en tant que capitale, l'administration, mais c'est la ville de Dakar qui avait négocié. Ça veut dire que Barthélémy devenait de fait l'organisateur des Jeux Olympiques de 2026. Donc, il allait bénéficier de tout l'aura de l'organisation, les dividendes politiques. Et certainement, le Premier ministre n'en veut pas. Il voyait très mal aujourd'hui que la grande capitale, aujourd'hui, mais les enjeux économiques, on n'en tient pas compte ou bien? Aujourd'hui, moi, investisseur, je regarde ce qui se passe avec le maire de Dakar. Je mets en suspens mes activités parce que je m'engage avec une mairie, je fais des investissements, je prévois de faire des choses avec une mairie. Du jour au lendemain, le maire, par simple courrier d'un citoyen, est défenestré. C'est une instabilité juridique, c'est une instabilité institutionnelle. Mais aujourd'hui, et la mairie aussi, ce qu'on a oublié hier avec les forces de l'ordre qui sont entrées dans la mairie. Mais la mairie, c'est une présidence. Le maire est élu au même titre que le président de la République. Donc, il y avait au moins le respect même du cadre de la mairie, et les forces de l'ordre devaient se limiter à attendre à l'extérieur, mais pas d'entrer, parce qu'ils ne vont pas entrer dans la présidence. S'ils entrent dans la mairie, c'est un coup d'État.
Alors donc, on va poser la question à Dr Souleymane Keita. Dr Souleymane Keita, est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État, on dira politique? Non, je n'irai pas loin. Vous irez aussi loin? Non, non, pas du tout. Je pense qu'il a eu une approche j'ai une approche économique de la chose. Ce qui veut dire que moi, je me éloigne un tout petit peu de la politique. Et j'analyse, n'est-ce pas, sous l'angle économique. Il a raison, effectivement, que les Jeux de la francophonie qui seront organisés en 2026, c'est un enjeu économique. Certes, moi, aujourd'hui, je place effectivement cette question sur le plan de vue juridique. Je pense qu'aujourd'hui, avec la rupture qui a été prônée, je pense que les nouvelles autorités devaient laisser effectivement la justice faire son travail. En ce moment, moi, je n'ai pas les éléments juridiques pour mieux apprécier effectivement ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai peut-être ce que je dirais, l'approche économique que j'ai. Donc, je me méfie, n'est-ce pas, de débattre d'une question dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, par contre, actuellement, je sais qu'il a été condamné définitivement et que, d'après la loi, effectivement, il fallait qu'un citoyen de la ville puisse saisir effectivement disons, le préfet et que le préfet agit en conséquence par rapport à cela. Maintenant, est-ce que le préfet agit selon la légalité ou pas? Je pense que les juristes... Barthélémy, en tout cas, dénonce une commande politique. Il a promis justement d'interjeter effectivement l'appel. Faire un recours le lundi. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons attendre... Moi, je pense que je vais me limiter effectivement à cet aspect économique de la chose pour ne pas trop que je m'aventure effectivement à dire des choses pour lesquelles je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une approche économique de la chose. Je ne veux pas dire, par exemple, aujourd'hui, est-ce que la décision, elle a été légale ou pas? Donc, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la loi donne la liberté à M. Barthélémy. Je dirais que c'est un voisin parce que j'ai habité pendant très longtemps à Baobab, donc on était voisins. Donc je ne le souhaite pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais probablement la loi sera dite dans toute sa rigueur. Je pense qu'aujourd'hui, on va attendre que la justice... Chez Omar Diagne, y a-t-il une chance que ce recours-là aboutisse? C'est dans 10 jours. Chez Omar Sitito. Oui, on va voir, parce qu'il faut avoir aussi une lecture de ce que la L29 disait, parce qu'il y a eu le dialogue. Oui. Le dialogue, il y a eu. C'est ce dialogue-là qui a permis à Karim Wade d'être intégré. C'est le dialogue-là qui avait permis à Khalifa Sall d'être intégré. C'était pour ramener la peine jusqu'à 5 ans définitivement et après leur permettre de recueillir. Maintenant, comme le professeur l'a dit, bon, il a le droit à un recours. Mais je dis, quand c'est un combat politique, c'est un combat politique. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ils ont la justice qu'on dénonçait hier sous Macky Sall, en disant que sous Macky Sall, la justice ne jouait pas son rôle comme il le fallait. Aujourd'hui, bon, on peut se poser des questions. Toutefois, il a des voies de recours, on va voir ce que le recours va donner. Bon, moi, personnellement, Barthélémy Diaz, c'est un ami avec qui aussi j'ai beaucoup de respect parce qu'à travers son combat politique et son parcours, il a été très engagé aux côtés de Ousmane Sonko au moment les plus difficiles. Hein. Et pour l'anecdote, je l'ai rencontré 6 mois peut-être ou 3 mois peut-être avant le forum de l'eau. On était en discussion politique. Et je lui ai posé des questions par rapport à ce compagnonnage-là. Il m'a dit, j'ai donné ma parole. Oui, il m'a dit, j'ai donné ma parole. J'ai des ambitions, mais j'ai donné ma parole et je vais respecter ma parole. Je lui ai dit, c'est bien. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et je lui ai dit, en tant que politique, si le combat contre Macky est terminé, tu es le prochain sur la liste. La prochaine cible? Oui. Vous étiez basé sur quoi pour faire... Non, je savais parce que la plus grande erreur, c'est que quand tu montres trop ton ambition pour le futur, où tu dis que très tôt que 2029, je veux me présenter, peut-être, et quand les échos, vous êtes un adversaire politique. Je sais que tu as les mêmes ambitions que moi, je ne vais pas te laisser survivre. Aujourd'hui, l'ambition de Ousmane Sonko, c'est de ne pas avoir quelqu'un en face de lui en 2029. Donc si aujourd'hui, Barthélémy Diaz a des ambitions pour 2029. Il a la possibilité avec les JOJ de 2026 de donner une visibilité. Il vient de commencer un pouvoir. Il n'y a pas un acte réellement encore posé envers les populations pour régler les problèmes économiques. Les JOJ seraient une belle vitrine pour commencer à montrer aux Sénégalais qu'on fait des choses. Donc on ne va pas donner quelqu'un, un candidat de demain de 2029, on ne va pas lui donner
l'opportunité de se positionner pour la principale capitale qui est Dakar. Alors, docteur Keita, on dira que cette bataille politique en rappelle une autre. Macky Sall, Ousmane Sonko, Macky Sall, Khalifa Sall. Alors, on voit que ça revient, c'est les mêmes problèmes qui reviennent malgré les alternances. Qu'est-ce qui fait qu'on n'évolue pas? Pourquoi on n'avance pas concrètement sur le chemin de la démocratie, comme le disent certains? Voilà, pourquoi? Justement, c'est de ça que je dis que moi j'ai une approche économique. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est va-et-vient retarde d'abord le processus économique parce qu'il y a des priorités qui se posent aujourd'hui. Il y a le budget qu'on a discuté tout à l'heure du budget. Il y a l'emploi des jeunes qui se pose avec acuité, il y a la question de l'université, il y a la question de l'enseignement, il y a la question de la santé. Donc, du coup, vous savez, c'était pas une priorité. C'est aujourd'hui que les nouvelles autorités, l'ancienne mais les futures autorités comprennent qu'aujourd'hui, que la volonté, disons, populaire, on ne peut pas confisquer cela. D'ailleurs, les nouvelles autorités ont bénéficié de cela. Il n'y a pas ce que Macky Sall n'a pas fait pour ne pas qu'aujourd'hui M. Ousmane Sonko soit au pouvoir. Aujourd'hui, Dieu a fait que c'est lui qui est là. Grâce au Conseil constitutionnel, exactement. Grâce à la volonté populaire, donc je pense que la première grâce chose, à la société civile voilà. de manière générale. Moi, je pense que l'épicentre de tout cela, il faudrait qu'on parvienne à avoir une justice indépendante. Je pense que ça, c'est la clé de voûte de tout. Aujourd'hui, vous savez, si un État, ne serait-ce que ce soit un État, disons, pacifié, n'importe quel autre État, peut s'appuyer sur la justice pour faire ses sales besoins, je pense que nous, on n'arrivera jamais à régler la question de développement de nos pays. Aujourd'hui, par exemple, si moi, en tant que responsable politique et en tant que président de la République, je ne peux pas m'appuyer sur la justice, effectivement, pour faire ce dont j'ai besoin de faire, je pense qu'aujourd'hui, ça serait une avancée importante, n'est-ce pas, pour le processus de développement économique de nos pays. Et vous avez raison, aujourd'hui, c'est l'impression que ça dégage, qu'on va faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à rester comme ça. Il y a des priorités qui se posent aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la question de l'éducation, il y a la question de la santé, il y a la question de l'eau. Il y a d'autres priorités sur lesquelles on doit aujourd'hui discuter. Mais si chaque fois aujourd'hui que à peu près, disons, 15%, ou même pas 10% de la population continue, n'est-ce pas, à occuper l'occupation 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, ça ne peut pas aller. Donc c'est pourquoi aujourd'hui les vraies priorités du pays ne sont pas discutées. Aujourd'hui, il y a la question aujourd'hui des changements climatiques. Il y a des études qui ont montré aujourd'hui que c'est, même dans la loi de finances aujourd'hui, on a montré que c'est des choses qui vont perturber effectivement le fonctionnement de certains nombres d'entreprises. Ça ne se discute pas. Aujourd'hui, il y a la crise, aujourd'hui, crise ukrainienne, la crise russe, il y a d'autres crises aujourd'hui qui sont on n'en parle pas. Comment maintenant nos économies peuvent rebondir par rapport à cette situation-là? Non. Aujourd'hui, on parle de Barthélemy, on parle de politique tout le temps. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'énergie que nous dégageons aujourd'hui pour parler de la politique, si on mettait 10% de cette énergie-là à parler de l'économie, à parler de la finance, à parler, n'est-ce pas, des changements climatiques, à parler d'un certain nombre de choses, on va avancer. Alors donc, Céline Oumarsi, on a entendu le ministre de la Justice, garde des Sceaux, donner sa parole. Je serai sans état d'âme, je ferai mon travail comme il se doit. Faut-il continuer à gager sur lui, à avoir confiance? Oui, mais vous savez, en fait, on ne met pas des ministres pour gérer leur état d'âme. On met des ministres pour qu'ils exécutent quelque chose qui soit en faveur des populations ou des politiques publiques pour au moins pour le bénéfice de tous. Si le cas de Barthélémy Diaz, il n'a pas d'état d'âme pour ça, ça s'appliquera aussi à Guy Marius Sagna qui a été condamné. On attend la condamnation définitive. On l'a vu. C'est des choses qu'il ne faut pas avoir d'avant. Ousmane Sonko lui-même, il a été condamné de manière définitive sur l'histoire de Guy Marius Sagna, avec Mame Mbaye Niang. Vous l'attendez sur ces dossiers-là. Vous voyez un peu. Je pense qu'il faudrait peut-être, comme le professeur l'a dit, il faudrait qu'on évite de nous embourber dans les questions politico-politiciennes. Ça n'a pas de valeur ajoutée économique. Aujourd'hui, vous êtes un nouveau régime. Je suis un investisseur étranger ou un pays étranger. Nous n'avons pas fait de débat d'orientation budgétaire jusqu'à présent. Nous n'avons pas fait le débat de la déclaration du politique général du Premier ministre n'a pas été faite. Il a promis d'en faire dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Mais on a le problème du budget qui est urgent. Et ils ont fait de la priorité le maire de Dakar. C'est-à-dire que la semaine et les efforts qu'ils ont produits à défenestrer
le maire de Dakar, c'est une semaine qui pouvait être qui a perdu son siège de député à l'Assemblée nationale et aussi son fauteuil de maire. Le fauteuil de maire. Alors que c'est ceux qui étaient aujourd'hui au pouvoir, que ce soit même, y compris Guy Marius Sagna, on les voit dans les vidéos, ils avaient carrément dit que le Barthélémy Diaz ne conservera son siège quand Macky Sall l'attaquait et sa mairie. Mais aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée? Si nos partenaires techniques et financiers n'ont pas une vision de ce qu'on va faire en 2025, le budget n'a pas été encore voté. Aujourd'hui, nous sommes dos au mur. On parle même d'utiliser l'article 86.6 pour faire passer le budget sans débat à l'Assemblée nationale. Ce qui est peut-être relativement, on peut dire, comparable à ce qui se passe en France avec l'article 49.3 ou 49.5, je ne sais pas. Mais là-bas, le problème, c'est que le gouvernement n'est pas sûr d'avoir la majorité. Ici, vous avez la majorité. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ce mécanisme-là parce que vous avez la majorité. Là-bas, c'est une question de ne pas avoir la majorité. Mais ce sont là les questions essentielles qui sont en face de nous. Ce n'est pas les états d'âme du ministre Ousmane Diagne ou ce qui se fait qui n'a aucune, comme le professeur l'a dit. Aujourd'hui, vous avez ces urgences-là. Je suis un investisseur. Je vois que vous parlez de haute cour de justice. Vous parlez de reddition des comptes. Vous êtes contre le maire de Dakar. Vous êtes en train de faire. Je ne vais pas investir de ce pays parce qu'à la limite, c'est un pays à risque. Ouais. Et dont l'institution même, c'est-à-dire que les institutions juridiques ne sont pas stables parce qu'elles dépendent des desiderata d'un premier ministre ou d'un ministre. Et ça, c'est pas bon économiquement pour un pays. C'est pourquoi, peut-être le professeur va le développer, c'est pourquoi vous entendez souvent, dans les grands contrats, on parle de clause de stabilité, pour éviter que des questions comme ça se posent, parce que si les politiques ne prennent pas en compte les questions économiques, et je pense que pour nous, à l'heure actuelle, et il l'a dit, nous ne prenons pas en compte les impacts au niveau international. Ukraine, l'arrivée de Trump, la Syrie qui vient de tomber, les conséquences de l'AES et de ses décisions. On n'est pas, c'est-à-dire que nous, on n'est pas détaché du monde. On fait partie du monde. Exactement. La Banque mondiale qui te dit, je ne vais regarder ça que en juin 2025. On viendra dans le budget. Vous avez parlé de 1800 milliards. De différences ou de chiffres qui ont. Mais ça ne se reflète pas dans le budget carrément. Moi, j'ai vu une diminution de 300 milliards. Sur la question des libertés, toujours, le journaliste Madiambal Diagne auditionné à la sûreté urbaine ce week-end. Alors donc, il est rentré libre. Lundi, il revient devant les enquêteurs, apparemment pour répondre des plaintes de Abdoulaye Sylla et de Diop Taïf. Il y a aussi que Ousmane Sonko avant, c'est lui qui a porté plainte contre Madiambal Diagne. Vous, docteur Souleymane Keita, comment comprenez-vous cette judicialisation de l'espace public? Bon, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans ce pays-là, il y a eu un nouveau paradigme. Ça veut dire qu'il y a eu un changement qui est intervenu depuis quelque temps déjà, peut-être disons 8 mois. Et il y a aussi une nouvelle volonté qui est affichée par les nouvelles autorités, justement, peut-être d'afficher cette rupture-là. Je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, ces avocats ont jugé utile, n'est-ce pas, qu'il a besoin d'être protégé. Pas du monde, mais je crois qu'ici, il faut voir la question à ce niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut se dire quelque part, est-ce que tout ce qui s'est dit sur lui, c'est de la vérité ou pas? Parce qu'aujourd'hui, l'opinion se forme à partir de là. Mais ce qu'il dit des autres aussi, non? Maintenant, donc, justement, c'est pourquoi maintenant la justice doit être impartiale. Et puis essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que je pense que depuis quelque temps, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a une judiciarisation de l'activité, on l'a dit. Mais aujourd'hui aussi, il y a un recul qu'on doit avoir par rapport à la situation aujourd'hui de M. Ousmane Sonko, qui est au centre de toutes les activités, économiques et non économiques. Aujourd'hui, quelqu'un peut être content, il se réveille et dit, voilà, j'ai vu M. Ousmane Sonko ici, à gauche, à droite. Mais pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut que la justice, de par sa mission, essaie de montrer effectivement qu'elle est impartiale. M. Ousmane Sonko est un citoyen, comme n'importe quel autre citoyen, mais j'ai constaté que depuis 2020, 21, 22, 23, 24, qu'il est au centre de toutes les activités. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que les journalistes ne vont pas peut-être faire une rétrospection pour voir maintenant ce monsieur-là, on va continuer à parler de lui, mais en le disant, c'est dont il a... Donc, en essayant de voir exactement maintenant, parce qu'aujourd'hui... Vous savez, M. Sy l'a rappelé tout à l'heure, vous savez, quand un investisseur veut venir dans un pays, il regarde ce qu'on appelle le risque pays. Le risque pays n'est pas forcément par rapport au risque politique, mais c'est le risque institutionnel. Aujourd'hui, l'institution aujourd'hui incarnée par M. Ousmane Sonko,
Maintenant, il y a un certain nombre de propos. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous avez constaté qu'on retarde le projet, n'est-ce pas, de la monnaie commune. C'est tout simplement ça. Parce que vous savez, même l'information sur nos autorités peut impacter, n'est-ce pas, sur la vie de nos activités. C'est important. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'informations. Lorsqu'on relaxe sur une autorité à un niveau de responsabilité, comme un président de la République, comme un premier ministre, ça peut impacter, n'est-ce pas, sur le niveau des affaires. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, le monde des affaires est complexe. Il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte et que ces informations-là peuvent impacter de façon directe ou indirecte, n'est-ce pas, sur la levée de fonds ou sur un certain nombre d'activités économiques. On commence à en avoir une idée. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors donc, cher Omar Sy, peut-être pour clore sur ce chapitre-là, au vu de tout ce qui suit, sur peut-être les convocations des journalistes, convocations de citoyens à la police, est-ce qu'on peut soupçonner le régime de Diomaye et de Sonko de vouloir fermer l'espace public? Est-ce qu'on va vers un régime autoritaire? Mais c'est déjà un régime autoritaire, parce que depuis le début, parce que vous savez, ils ont appris de leur expérience. C'est les mêmes méthodes qu'ils utilisaient contre Macky qu'ils ne veulent pas qu'on utilise contre eux aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas élu un premier ministre. Le président n'a pas nommé un premier ministre pour passer son temps à porter plainte contre des gens pour leur opinion. Je suis désolé. Il n'y a rien d'extraordinaire comme Banyam Maldiane à dire que pour qu'on le convoque à la demain après c'est Moustapha Diakhaté. Je réitère ma solidarité à Moustapha Diakhaté. Parce que Moustapha Diakhaté a émis son nom, mais Ousmane Sonko a dit pire que ça devant le peuple sénégalais. Le PASTEF a dit pire que ça contre Macky Sall. On a entendu qu'il fallait le mettre comme Samuel Doe, on a vu le Gatsa, on a vu les 80 morts, on en parle, mais les 80 morts, Macky Sall non seulement n'a pas envoyé des forces de l'ordre aller s'attaquer à des gens comme ça dans le vide. Il y a eu des conditions. Mais si nous voulons tourner une page, il faut que le régime qui soit là soit plus tolérant et dire c'est les erreurs de Macky, on ne va pas les répéter. Mais ils ont violé la loi à l'Assemblée nationale. Le 8e vice-président, même si aujourd'hui, c'est la loi de fait qui donne ça à l'opposition. C'est pas, El Malik n'a pas le droit de dire non, nous décidons de donner la 8e vice-présidence à tel. C'est une violation flagrante de la loi. Et pourtant, mes amis de la société civile, je leur dis, mais ils ne sont pas prononcés. Mais c'est une violation de la loi. La société civile devenue à fond déjà, si vous parlez de rupture, vous commencez à 18h. Vous dépassez l'heure parce qu'on vous dit qu'à minuit, mais à minuit déjà, ils étaient encore en train de voter pour les questeurs. C'est une violation de la loi. Jusqu'à présent, la seule chose qu'ils ont pu faire de palpable, c'est la statue de la Dior qu'ils ont inaugurée. Inaugurée par le président. De la République. Le président a mobilisé tout Thiès. J'aurais compris du point de vue économique, j'aurais compris du point de vue économique que le président aille à Thiès, prenne 2 jours, discute avec les populations de Thiès, gouverneurs, les maires, les préfets, tout le monde, fasse un forum et discuter des problématiques de Thiès, sortir là-bas avec des perspectives et traverser la rue et inaugurer le statut. C'est pas la fin du monde, quoi. Mais on a des priorités. On est un pays pétrolier, gazier. On a des enjeux. On a une sous-région qui bouillonne. C'est un nouveau régime. On a l'espoir surtout de la jeunesse. C'est ce qui fait peur. Mais vous avez la situation de l'université à Sansec de Ziguinchor. Qui est fermée. Avec aujourd'hui les étudiants qui réclament aussi. Vous avez aujourd'hui le secteur de la santé qui veut bouger. Vous avez les syndicats de l'autre côté. Vous avez des questions sociales et sociétales à régler immédiatement. Donc il faut que le Premier ministre sache aujourd'hui que les priorités, ce n'est pas d'aller cibler Cheikh Omar Sy ou de cibler tel ou tel. Au contraire, moi je pense que de sa posture aujourd'hui et que de ce que on est un pays quand même croyant, de ce que Dieu lui a donné comme possibilité, prendre son téléphone, appeler ces gens de la même génération, dire écoutez, nous sommes dans un pays qui veut se construire. On a des urgences, il faut qu'on trouve des consensus forts. Voici ce qu'on a trouvé dans l'économie. Voici les perspectives. On a une jeunesse qui est fortement demandeuse d'emploi. Essayons de trouver des consensus forts et essayons au moins 2025-2026 d'apaiser toutes les tensions politiques. Réglons les questions des partis politiques. On les règle. Réglons les questions de tout ce qui est
organisationnels, on les règle. Attaquons-nous maintenant Et maintenant, 2027, 2028, ceux qui veulent faire la politique, préparer les élections, on le fait. Alors, mais on ne peut pas quand même sortir de Macky Sall pendant des années de politique et tomber immédiatement encore dans des combats politiques. Alors donc, docteur Souleymane Keita, l'Assemblée nationale vient d'adopter les deux projets de loi portant révision de la Constitution et suppression du CS et du ACCT. C'est des petites économies. Hein. On a toujours pensé que le CS et l'ACCT, c'était pour... garder des hommes politiques, c'était un repère de clientèle. Oui. Donc finalement, vous saluez cette décision. Non, ce n'est pas des petites économies. Une économie est toujours bonne. Hein. Vous savez, même 1 milliard est important quand on doit économiser. Vous savez, le budget, donc, monsieur Si, qui est parlementaire, ne va pas me démentir, donc le budget actuel 2025 doit être bâti, n'est-ce pas, sous le sceau, n'est-ce pas, de la rationalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans la loi de finances. La loi de finances. Maintenant, justement, des institutions comme ça, quel que soit le niveau, n'est-ce pas, du budget, les rationaliser pour les rendre beaucoup... En fait, je crois que peut-être on pourra créer d'autres institutions, peut-être qui pourront regrouper effectivement ces deux institutions. Pôles, là, hein? Exactement. mais ce que je veux dire par là, fondamentalement, des institutions se créent, comme dit Schumpeter, d'autres vont naître, d'autres vont disparaître. Mais le plus important, justement, c'est de prendre des institutions qui vont répondre aux urgences qui se posent actuellement à l'économie. On a dit, la question actuelle qui doit préoccuper, on a découvert, on est un pays qui produit du gaz, du pétrole, et c'est un nombre de matières premières, dont l'utilisation, justement, doit nous permettre de régler de façon urgente la question du chômage, qui est une question brûlante. Aujourd'hui, je vous ai dit, depuis quelques années, on n'a pas le chiffre réel du chômage au Sénégal. On n'a pas. Vous savez, les statistiques qui nous fournissent, ce n'est pas les bons chiffres. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 300 000 diplômés chaque année qui sortent, n'est-ce pas, de nos centres de formation, de nos universités publiques, privées et des instituts de formation. Mais c'est une bombe à retardement. On n'arrive pas à absorber. De toute façon, le problème, ce n'est pas seulement l'absorption, mais aussi c'est l'employabilité. C'est-à-dire que les gens ont un diplôme, mais ils ne savent pas quoi faire de ce diplôme-là. Ça aussi, c'est une réalité sur laquelle aujourd'hui, que ce soit... Pourtant, on a beaucoup travaillé sur la formation professionnelle, en tout cas dans les instituts de formation, peut-être même dans les universités. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas encore à avoir un seuil critique? Voilà, non, c'est pas le problème, c'est pas par rapport au seuil critique, justement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont les diplômes. Mais aujourd'hui, si vous les mettez sur le marché, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces diplômes-là? C'est ça la question centrale. C'est-à-dire, c'est pas le problème, c'est pas la formation. Mais professionnelle, une formation professionnelle, oui. De plus en plus de centres. Il y a tellement d'écoles de formation aujourd'hui qui se créent et tous les jours il y en a. Mais là, le problème fondamental, c'est pas parce qu'il y a une école de professionnelle forcément que les gens qui vont sortir, ils auront les compétences nécessaires justement pour répondre aux exigences du marché. Et c'est ça le problème. Maintenant, même si c'est ça, disons qu'ils ont des compétences, on va faire un raisonnement par analogie. Ils ont les compétences. Où est-ce qu'ils vont trouver de l'emploi? Nos économies aujourd'hui ne créent pas suffisamment de valeur ajoutée, c'est normal, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises aujourd'hui qui puissent être capables d'absorber effectivement le flux de besoins. Pourtant, le malheur est que c'est-à-dire que l'offre, la demande est là, mais l'offre ne suit pas. Qu'est-ce que j'appelle l'offre aujourd'hui? Aujourd'hui, vous utilisez du papier. C'est quoi? C'est du bois. On a la capacité justement aujourd'hui de transformer maintenant ce qu'on appelle avoir des unités de production pour la transformation du bois en papier. Ah, ça, c'est justement, ça c'est l'offre. Donc c'est ce qui nous manque. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des écoles de formation qui vont faire de la formation en banque, ainsi de suite. Mais c'est de dire maintenant, quand vous les formez pour être, par exemple, des banquiers, où sont les banques? Quand vous les formez, n'est-ce pas, pour être ce qu'on appelle la... L'essentiel de nos banques sont tenues par des étrangers. Exactement. Donc, justement, le problème maintenant, fondamental, maintenant, c'est de quoi? C'est de répondre. Quand il y a la demande, il faut qu'il y ait de l'offre. Aujourd'hui, on a un problème de l'insuffisance de l'offre qui se pose à l'économie. Donc, par conséquent, ces institutions dont vous parlez là maintenant, si on a à en créer, même si ça va nous coûter le montant, mais que ce soit des institutions qui vont réfléchir justement pour aider l'État dans sa prise de décision. C'est très important pour nous permettre, n'est-ce pas, de résolver la question du chômage, la question de l'emploi, mais aussi la question d'innovation et de la transformation structurelle, n'est-ce pas, de nos économies. Qu'est-ce que j'appelle par transformation structurelle? Aujourd'hui, les besoins aujourd'hui de nos économies sont mal estimés. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que plus de 60%, n'est-ce pas, de l'économie est tenue, n'est-ce pas, par le secteur informel. Et ça, c'est grave. Il y a le professeur Alimba, c'était notre doyen au niveau de la faculté de la FASEG. Il avait fait une étude sur les pays de l'UEMOA où il avait pour montrer que justement
le secteur informel représente à peu près plus de 60 à 70% dans certains pays, n'est-ce pas, par rapport à la richesse qui a été créée. Et ça devient un problème inquiétant. Donc voilà ces questions sur lesquelles on doit s'attaquer. On n'avait pas adressé correctement la question pour pouvoir savoir ce qui se fait. Justement, parce qu'il faut de la réflexion qui doit être menée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément dire qu'il faut formaliser le secteur informel, parce que depuis la Banque mondiale, depuis le 30 ans, on n'y arrive pas. Il faut trouver un nouveau modèle pour voir comment justement ceux qui sont dans le secteur informel, on peut modéliser effectivement leur activité pour les insérer dans le monde réel. Et pas, n'est-ce pas, essayer de faire la recette que la Banque mondiale a essayé depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, qui n'a pas marché, parce que ça ne pourra pas marcher. C'est-à-dire que nous avons des habitudes qui sont traditionnelles chez nous. Le baobab reste un baobab, c'est-à-dire qu'il a ses activités, donc il a ses fonctions de production. Donc maintenant, c'est de faire comment aller vers lui pour pouvoir le formaliser selon ce qu'on appelle ce modèle qu'il a eu à créer. Donc je pense que c'est des réflexions comme ça qu'il faut mener et pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer. Alors donc, les grandes lignes du budget 2025, on les connaît, hein, plus de 1800, plus de 6000 milliards, en tout cas, dégagés, on le sait. Les dépenses à caractère social, c'est plus de 1885 milliards. Vous applaudissez, Seydina Oumar Sy? Bon, vous savez, pour que je puisse applaudir un budget, ce sont des chiffres, hein, ce sont des prévisions. Mais pour pouvoir apprécier ce budget-là, il fallait d'abord avoir la déclaration de politique qui nous donne une vision sur 5 ans de réellement ce que le gouvernement veut faire. Ça va être en rentrée en droite ligne avec maintenant ce volet social de 1885 milliards. Qu'est-ce que ça va donner? C'est important, le professeur vient de le rappeler. On est déjà un pays fortement social et fortement informel. C'est la sociologie de cet informel-là qu'on doit étudier, modéliser pour maintenant rentabiliser sur ça dans notre économie, pour l'adapter à ce... Parce que nous devons développer nos outils d'indicateurs par rapport à nos réalités économiques. On a essayé des indicateurs qui répondent à une rationalité européenne. Je le dis souvent, quand on dit qu'un homme, généralement, est riche en Afrique, ce n'est pas le nombre d'avoirs, de ressources financières qu'il a, mais c'était le nombre de personnes qu'il connaît et qui, vous voyez, la relation humaine et les gens qui l'entourent, la famille, te juger par rapport à ça. Ce n'était pas l'argent fondamentalement, mais c'était la personne par rapport à l'impact et l'influence sur la société. Réseau, oui. Oui, mais là-bas, tu peux prendre Jeff Bezos, tu dis il attend, et on les aligne comme ça. Il est seul dans sa maison, il est seul dans sa famille, ça n'a pas d'impact. Mais aujourd'hui, on est une société où, quand tu gagnes 1 million, Alimou va distribuer les 900 000 à ses... Donc, regardez. Sur ce projet-là, oui, de manière, ils veulent... le budget tourne autour de 6 000 milliards, moins que les 7 000 annoncés en 2024 de 300 milliards. Absolument, oui. De 300 milliards. Maintenant, c'est un débat sémantique. Hein. On avait rajouté la dette, on ne devait pas rajouter telle partie. C'est un débat économique. Moi, je ne suis pas un économiste. Mais si on regarde fondamentalement sur le budget aujourd'hui, les marges de manœuvre restent tout le temps minimes par rapport à l'investissement. Vous prenez 1885 milliards pour des activités sociales. Quelle sera après la plus-value économique? Il l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'enseignement. Aujourd'hui, on a l'université de Cheikh Anta Diop fait la commune de Golfe Sud. 110 000 étudiants à peu près. C'est énorme. Je donne tout le temps cette exercice. Commune, c'est toute une commune qui est là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec le diplôme? Est-ce qu'on est en train d'évaluer comment les étudiants ont baissé en termes maintenant de niveau? Vous voulez leur confier un pays, mais le niveau n'y est pas. On est tout le temps dans une instabilité institutionnelle avec des grèves récurrentes. Aujourd'hui, on a un niveau référentiel. Le niveau référentiel doit fortement être impacté par l'étudiant qui va sortir dans 15 ans. Quel est le modèle d'étudiant qui va sortir dans 15 ans qui va correspondre à notre économie? C'est ça. Il faut modéliser tout ça. Parce que la formation professionnelle dont vous parlez là, c'est combien de taux de pourcentage par rapport à tous ces étudiants qui sont dans les universités? Je suis désolé, Abdoulaye Wade nous a imposé la bourse pour tout le monde, mais la bourse n'a jamais été pour tout le monde, c'était pour les meilleurs. C'est ça. Et l'enseignement supérieur... oui, mais l'enseignement supérieur... Non, l'enseignement supérieur, c'est pas pour tout le monde. L'Allemagne a réussi parce que l'enseignement supérieur pour l'Allemagne, c'est pour 20 à 30% de la population. L'essentiel de la population va faire la formation professionnelle. 2 ans, 3 ans techniques, ils sortent, ils sont opérationnels. Tu te prends en charge, la société ne te prend pas en charge. Maintenant, si Alimou veut faire des universités, comme ça, Alimou peut voir avec une université allemande, il peut mais
que ce soit la Suisse, les pays qui ont réussi leur modèle économique, l'enseignement supérieur représente 20 à 30%. Et c'est pointu. Et ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire, parce que nous avons on a des jeunes, la main-d'œuvre est abondante. C'est pas qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est qu'on n'a pas encore pris la décision radicale de transformer notre éducation. J'ai entendu, c'est une bonne chose, j'ai entendu le professeur Guirassy, le ministre Guirassy, dire qu'on va introduire l'anglais au préscolaire. C'est bon. Mais c'est pas ça qui va fondamentalement changer l'économie. Ce qui va changer l'économie, c'est de dire à partir de cette étape en 2025, dans 15 ans, l'élève qui va sortir à 15 ans, il va faire juste 2 ans de formation. Il est spécialiste en peinture, il est spécialiste en soudure, il est spécialiste en... Oui, c'est vrai que la demande, elle est là. Hein. La demande est là, elle est forte. Hein. Monsieur, ça. Vous avez raison. En fait, il y a eu des études qui ont été faites dans ce domaine, pour lesquelles on a essayé d'identifier justement les domaines d'application. Vous avez vu, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez la peinture, la maçonnerie, vous savez, pourquoi la Chine aujourd'hui est compétitive? Parce que c'est des métiers qui sont codifiés. Mais aujourd'hui, c'est décodifié. Donc, ça vous permet d'avoir un niveau de salaire normal. Maintenant, aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur étranger, vous avez un marché, vous pouvez donner n'importe quel niveau de salaire à nos maçons parce qu'il n'y a pas de codification. Mais quand on va codifier ces métiers-là, aujourd'hui, ces métiers vont remporter. Et puis, regardez aujourd'hui avec le budget programme que nous avons. On a ce qu'on appelle une marge de manœuvre qui est réservée aujourd'hui à ce que je peux appeler aujourd'hui à la commande locale. Aujourd'hui, il y a plus de 10%, n'est-ce pas, qui est réservé à la commande, mais qui n'est pas respecté. Ne serait-ce que pour le respect, n'est-ce pas, de la commande locale seulement. Ça peut booster le secteur de la maçonnerie, ça peut booster le secteur de la menuiserie, ça peut booster le secteur, par exemple, de l'artisanat. Maintenant, en ce moment, ce qui veut dire qu'au nouveau, vous avez raison. Donc, on aura un bac, par exemple, disons, bac maçon, bac, par exemple, je ne sais pas moi, menuiserie, ainsi de suite. Ce qui nous permettra à nos jeunes d'aller vers ces métiers-là où ils auront des revenus. Il faut carrément changer de paradigme. Non, il faut changer de paradigme. C'est ça, justement, aujourd'hui... Quand je me rappelle du temps d'Ablaouad, lorsqu'on avait fait les premières réformes du système LMD, on avait commencé à orienter les étudiants dans le secteur agricole. Il y a des gens qui ont refusé. Non, mais un pays, un potentiel agricole énorme, les gens ont refusé d'aller dans l'Est. Vous savez pourquoi? Parce que justement, ces secteurs-là n'ont pas été pris en charge. Aujourd'hui, je pense que les réformes qui doivent être mises en place, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est d'aller vers le respect de cette... La manière surtout dont nos paysans sont vus dans la société sénégalaise. Hein? Mais pourtant, aujourd'hui, mais le monde est tout... Est-ce que vous connaissez notre facture aujourd'hui en termes d'importation de riz? C'est énorme. C'est énorme. On importe le blé, on importe le riz, on importe le lait. 90% de notre consommation est importée. Souvent, on produit ce qu'on ne consomme pas et on consomme ce qu'on ne produit pas. On a une économie qui est extravertie. Dans ces mesures-là... Et on vend l'essentiel de nos matières premières. Justement. Maintenant, le problème maintenant qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Comment maintenant voulez-vous maintenant rentabiliser? Comment voulez-vous maintenant créer de la valeur si votre économie ne peut pas répondre par rapport aux besoins nationaux? C'est ça le problème. Et par rapport aux besoins nationaux, c'est les acteurs économiques, c'est les nationaux. Ce sont ces jeunes-là que nous sommes en train de former aujourd'hui, qui seront ce qu'on appelle le futur acteurs de l'économie. Mais ces jeunes-là que nous formons, nous savons très bien qu'on les forme pour être demain des chômeurs. Et c'est ça le problème. Faut-il continuer à croire à ces autorités? On sait que depuis qu'elles sont là, il y a un nombre de difficultés, en tout cas dans le secteur privé, qui devait porter d'une certaine façon la croissance. Justement, c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il y a un débat, justement. C'est pourquoi je dis la politisation, n'est-ce pas, de l'activité économique, c'est ce qui a mouru. Aujourd'hui, mais ceci, je le suis trop souvent, parce que moi, je suis un acteur économique également, mais... C'est le débat aujourd'hui qu'on doit apporter, pas les gens de la société civile, des personnes qui ont de l'expérience. L'État doit approcher tout le monde pour essayer de partager ce qu'on appelle partage d'expérience pour voir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Je dis aujourd'hui, l'activité économique, les acteurs économiques, que ce soit le secteur privé et le secteur public, doivent s'asseoir pour discuter quel est le modèle que nous avons. En tout cas, pour l'investissement, on pense qu'il faudra peut-être travailler avec le secteur privé, un partenariat public-privé. Mais quel secteur privé? Mais justement, il faut le secteur privé qui est dans une situation difficile. Non, je dis qu'il faut... Non, le secteur privé, il faut forcément... Vous savez, l'économie est portée par les acteurs. Un acteur, c'est quoi? C'est le secteur privé et le secteur public. Mais aujourd'hui, la forte présence de l'État dans l'activité économique pose problème. C'est-à-dire que l'État doit être accompagné. Ce qu'ils disent, par exemple... Régulateur. L'État doit être, disons, quelqu'un qui est là pour accompagner le secteur privé. Mais c'est ça qui va booster l'économie. Mais si l'État est toujours acteur principal de tout ce qui s'est fait, ça pose problème.
On a besoin aujourd'hui de voir quelle est l'activité, les marges de manœuvre, n'est-ce pas, du secteur privé. Mais pour cela, il faudrait qu'on associe le privé dans l'élaboration de politiques publiques. Et c'est important. Mais également qu'on permette au secteur privé, justement, d'avoir ce qu'on appelle les leviers nécessaires pour pouvoir avoir, disons, la possibilité, n'est-ce pas, d'impacter sur leur activité économique. C'est très simple. Je viens de vous dire aujourd'hui, nous avons identifié, parce que moi, depuis 20 ans, nous travaillons sur le secteur industriel. Regardez, je vous donne un exemple aujourd'hui qui va vous prenez le secteur des cure-dents. Est-ce que vous savez que ça vous fait 11 milliards de francs CFA par mois? Oui. Et donc, imagine que dans le secteur-là, il y a combien de bois que nous avons ici? On ne peut même pas transformer nos secteurs. On ne peut même pas interdire l'importation de cure-dents pour pouvoir produire sur place, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir des revenus substantiels pour créer au minimum 5 millions d'emplois par an. On parle d'interdiction, en tout cas, de la friperie. Justement, tout ça, ça peut se faire. Ça ne peut pas se faire, justement, au-delà, en dehors, n'est-ce pas, du secteur privé. Un État fort est adossé toujours à partir d'un secteur privé fort. Parce que, vous savez, le secteur privé, le problème avec... Regardez l'impôt. L'État te dit, tout ce que tu fais, il faut me donner ma part. C'est ça l'impôt. Maintenant, si le secteur privé est fort, mais c'est l'État qui est fort. Mais l'État ne peut pas être en compétition avec le secteur privé. Mais ce n'est pas possible. Donc, c'est l'idée que nous devons avoir de l'État et du secteur privé, un accompagnement pour permettre... Vous savez, il y a le paradigme qui a changé. Vous savez, avant, on parlait des avantages comparatifs. C'est-à-dire que maintenant, qui a été développé par Adam Smith et autres, chaque fois qu'un pays a l'avantage dans la production, bien tu le produis. Si tu n'as pas l'avantage, tu renonces à la production. Mais c'est dépassé. Avec la Covid, en tout cas, on a vu ce que ça a donné aussi. Hein. Ouais, maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'on appelle les avantages forcés. Un avantage forcé, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, nous consommons du riz. 80% de notre alimentation est à base de riz. Il faut produire. Il faut, même si on n'a pas l'avantage, l'État doit forcer. C'est une nécessité. Justement, l'État doit forcer les paysans, même s'il faut faire de l'accompagnement, des subventions, pour qu'on puisse produire ça sur place, pour éviter effectivement que ce que consomme 80% de la population dépend, n'est-ce pas, de l'extérieur. Ça, c'est stratégique. Ça, on l'a vu avec la Covid. Hein, non, c'est normal. Mais non, justement, donc, vous voyez que le paradigme doit changer. On ne doit plus être dans l'ancien paradigme où si tu n'as pas l'avantage, tu ne produis pas. C'est dépassé. Tu laisses mais non, il faut le soin de le faire. Mais aujourd'hui, nous avons dans le secteur de la santé, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de vivre, on a au niveau de l'université, des laboratoires, des gens qui sont capables de produire des médicaments. Mais ça manque de moyens. Mais c'est un marché. Alors donc, sur ce point-là, pourquoi les différents régimes ont du mal à s'adosser sur le secteur privé national? Pourquoi? Oui, mais d'abord, vous savez, au-delà d'abord, avant d'aller sur le secteur privé, parce qu'on parlait du budget. Oui. Quand vous parlez de rupture, ça veut dire que vous allez changer carrément de paradigme de gestion. Mais quand vous regardez l'ossature budgétaire, elle reste telle qu'elle. Hein? Elle reste telle qu'elle. À des différences près qu'on a diminué. Bon, au début, j'ai entendu un débat que le budget de la présidence a été diminué de 40 millions, de 40 milliards, mais ce n'est pas vrai. Dans le budget actuel qui a été partagé, le budget a été juste à 70 milliards, moins 7 milliards. Le budget du Premier ministre reste à 25 milliards. Donc le budget est là. Même le démenti a été sorti pour dire non, le premier document qui a été partagé n'est pas le bon. Donc vous voyez un peu, donc l'ossature est là. Il y a des coupes budgétaires qui ont été faites ça et là. Vous allez voir le PUMA qui a été... Alors que le PUMA, c'était une stratégie territoriale pour la sécurisation, qui est passée de 9 à 5 milliards. Maintenant, ils vont essayer plus ou moins, dans ce budget-là, de voir comment faire participer le secteur privé. Mais, professeur Vianney, mais le secteur privé n'est pas assez fort pour te produire une valeur ajoutée réelle. Le grand marché, aujourd'hui, si l'État décide de donner le grand transfert d'eau à Sino Hydro, quelle est la valeur ajoutée pour le secteur privé national? L'idée, c'était de dire, je prends 14 ou 15 entreprises locales et de dire à Sino Hydro, tu vas être le sous-contractant et tu vas accompagner. Parce qu'on a le génie civil. Au moins, si tu prends par exemple Huawei et tu lui confies les feux rouges, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui de cette économie-là? Les Chinois, c'est une boucle fermée. Ils vont aller à Eximbank prendre leur argent, peuvent t'exécuter, mais ça revient vers vous. Ils apportent leur propre main-d'œuvre. Alors que le secteur privé, d'abord, comme il le dit, l'État ne peut pas concurrencer le secteur privé. Il faut qu'il libère le marché pour le secteur privé, mais il les accompagne pour qu'il soit un secteur privé fort. On ne peut pas aujourd'hui regarder le Sénégal avoir l'engrais et les ICS, confier ça à un Dirama et aller prendre tout un budget pour aller chercher de l'engrais à l'extérieur.
C'est pas possible que pour un pays qui se dit, qui veut se voir gazier, bientôt nous aurons notre gaz, vous êtes pétrolier, vous aviez en 1900, avec les indépendances, le Sénégal avait Saint-Chim. On a fermé Saint-Chim. C'est-à-dire que les politiques, décideurs politiques, qui devaient avoir la vision de dire, à partir de Saint-Chim, qui vendaient même pour la sous-région, ils ont, pour des questions politiques, ils ont fermé Saint-Chim, ils ont confié ça à des Indiens, et aujourd'hui, on est en train d'aller chercher de l'engrais à l'extérieur. Moi, sur la question de la friperie, je suis pas contre, mais c'est graduel. Comment le Rwanda a réglé ça? Ils ont augmenté les taxes et ils ont laissé les gens progressivement laisser tomber. Mais, comme il l'a dit, derrière, ils ont accompagné le secteur privé pour qu'ils produisent localement des habits à moindre coût. Oui, c'est ça. Ils ne l'ont pas cassé. Et ça, c'est l'ambassadeur du Rwanda qui expliquait ça. Parce que c'est un citoyen qui est venu voir un ministre pour lui dire, mais monsieur le ministre, je ne comprends pas que aujourd'hui, nous, vous vouliez qu'on s'habille avec de la friperie. Vous avez combattu le colon. C'est ce même colon qui vous envoie des chemises qu'il a déjà portées, des pantalons qu'il a déjà portés, des chaussettes, des sous-vêtements que vous laissez vendre dans nos rues, alors qu'ils ont déjà touché à notre dignité. C'est comme ça qu'ils ont mis la taxe, surtaxé la friperie et finalement accompagné l'industrie à l'intérieur. Aujourd'hui aussi, c'est de la même manière qu'il faut voir avec la production de gaz, comment anticiper sur l'agrobusiness. Ouais. C'est des choses que l'État actuel doit mettre sur la table de manière. Mais quand vous faites même le budget, mais vous avez les universitaires. Avant même d'aller l'amener dans certains pays, on met le budget à la disposition des universitaires qui sortent des grands axes. Ils vous disent, mais sur l'investissement des 1885 milliards, il n'y a pas d'impact économique. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, orientez cet investissement-là dans tel et tel secteur parce que nos études, nos laboratoires, valeur ajoutée on peut vous démontrer ça. Mais on n'utilise pas la recherche-développement pour accompagner les politiques publiques. C'est des énarques, comme on aime le dire, c'est des énarques qui vont aller dans une administration, regarder par rapport à des options politiques qu'ils décident, de dire maintenant, on va mettre de l'argent ici, on va mettre de l'argent dans l'agriculture, alors que depuis 1960, on s'entretue à faire de l'arachide un pilier central du développement. Très bien. Alors, donc... Mais je termine là-bas. Mais l'arachide, mais la mangue a une plus grosse plus-value. Si aujourd'hui l'État dit, moi je prends l'option, parce que je sais que la mangue, je peux la cultiver partout au Sénégal. Bon, sauf chez mes parents, les Halpulaar dans le Fouta, parce que à cause de... Mais, professeur, si vous prenez, vous dites dans le sud, je mets 5000 hectares pour des mangues. Vers Tamba, je mets 5000 hectares pour des mangues. À Thiès, 5000 hectares pour des mangues. Vous avez déjà 25 000 hectares qui produisent des mangues. Vous avez du jus, vous avez des produits cosmétiques, vous avez de l'emploi pour les jeunes, vous avez un label sénégalais qui vous produit même plus que l'arachide. Alors que l'arachide, vous menez chaque fois des milliards chaque année et ça vous rapporte peu. Il faut que l'État contrôle les prix. Il faut qu'on empêche les Chinois d'acheter. Après, on subventionne. Après, on vous dit les grains ne sont pas bons. Mais libérez l'espace et laissez les entrepreneurs faire leur travail. Assurez-vous que l'encadrement et l'accompagnement nécessaires, c'est-à-dire la régulation, se fassent. Mais c'est le secteur privé aujourd'hui. C'est pourquoi aussi les DAC et les PRODAC n'ont pas marché. Parce que l'État, au lieu de laisser ça au secteur privé, l'État a voulu faire un projet propre. Mais le secteur privé a été laissé en rade parce que c'est le secteur privé qui progressivement devait récupérer les DAC, investir et continuer à produire pour donner. Très bien. Alors donc juste un petit mot et on va boucler sur la question économique. Hein. Non, donc je pense que M. Si a touché du doigt un aspect qui est très important. Vous savez ce qui nous manque dans nos pays, c'est les chaînes de valeur. Il a touché la mangue. Vous savez, aujourd'hui, les études ont montré, si vous prenez par exemple 1 kilogramme de mangue, ça vous fait 1 litre, vous y mettez de l'eau plus les colorants, étant entendu que nous ne sommes pas en mesure de transformer, et les gens transforment ça à ce jeu, ils nous donnent à peu près combien?
ça nous fait à peu près 1000 litres, 10 000 litres. Ils ont à peu près pour ça 90 centilitres, ils gagnent 1200. Donc quand vous multipliez ça par 10 000, ça vous fait à peu près 100 millions de francs. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire que le manque d'industrie, c'est que ça nous pose très bien. problème. Mais merci beaucoup. C'est la fin de Remue Ménage. Au micro, Mohamed Ali Mouba, à la technique Matar Samb. Remue Ménage revient la semaine prochaine. Nous avions comme invité Suleiman Keita, enseignant-chercheur à la FASEC, il est économiste. Et Seydina Oumar Sy, ancien parlementaire, il est politique aussi. Hein? Il est avec Amadou Ba. Il est où déjà, Amadou? On ne l'entend pas beaucoup. Il est là, il va bien, il est installé à l'Assemblée, je pense qu'il prépare. Bon, on a la première fois, on a un ministre de l'économie et des finances, peut-être qu'il aura une valeur ajoutée sur les débats. Bien. Donc, au micro, Mohamed El Nouba, la technique Matar Samb. Remue Ménage revient la semaine prochaine. Bonne journée. Merci. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar.